et celui qui va venir discuter avec vous, Monsieur le Président, il est aujourd'hui comme environ 25% des Français selon les sondages. Il a l'intention de voter Marine Le Pen en 2017. Il s'appelle Antoine de Meyer, il a 36 ans, il est conducteur d'autocar dans ce qu'on appelle maintenant les Hauts-de-France, le Nord-Pas-de-Calais. Il vit à Anor, une petite ville frontalière avec la Belgique. Antoine de Meyer, c'est un ancien électeur de gauche, Monsieur le Président. Il a voté Jospin en 2002, passé à droite, puis passé aujourd'hui à l'extrême droite. Et lui, Monsieur le Président, s'il vote Marine Le Pen, c'est notamment pour ça. On est à Calais, Monsieur le Président, on voit des migrants qui cherchent par tous les moyens à monter dans des camions pour passer en Angleterre. Ces scènes, vous les avez vécues, Antoine de Meyer, au volant de votre autocar. Je vous laisse rejoindre le Président de la République, Monsieur de Meyer. Et au-delà de Calais, c'est finalement toute la question de l'immigration qui préoccupe Antoine de Meyer. Bonsoir, Monsieur de Meyer. Soyez le bienvenu. Quelle question souhaitez-vous poser au Président de la République qui est en face de vous? D'abord, je voudrais savoir, pour moi, si l'immigration massive qu'on a vécue ces derniers mois n'était pas trop importante et si on n'aurait peut-être pas pu la contrôler. Alors, monsieur, vous habitez une région qui a été longtemps une terre d'immigration et qui ne l'est plus depuis des années, mais qui connaît notamment à Calais et à Grande-Synthe des camps, appelons les choses par leur nom, et qui accueille des immigrés, des réfugiés qui veulent aller en Angleterre, qui ne veulent pas rester chez nous. Oui, ils veulent partir. Ils veulent partir. Bon, nous, qu'est-ce que nous avons fait, nous, la France? Parce que c'est ça la question que vous me posez. Nous, la France, nous avons dit, pour ces Syriens, Irakiens qui pouvaient avoir leur vie menacée, nous étions prêts à les accueillir, à condition qu'il y ait une vérification et un contrôle, parce que nous ne pouvions pas prendre le moindre risque. On a vu ce qui s'était produit. Et puis, pour ceux qui étaient des migrants et qui venaient là pour chercher une vie meilleure, nous disions, à ce moment-là, nous ne pouvons pas vous accepter. Pourtant, il y en a quand même qui sont passés. Et c'est pour ça que nous avons notamment pris des mesures pour le contrôle de nos frontières. Et c'était particulièrement nécessaire après les attentats. Il y a eu 25 millions, 25 millions de contrôles aux frontières. Voilà. Et il y a eu aujourd'hui, on peut me dire combien de personnes sont passées? Il y a eu, c'est très simple, je vais vous donner ces chiffres. Il y a aujourd'hui 80 000 demandeurs d'asile. Jusque-là, en 2014, ce chiffre est de 2015, il y en avait 50 à 60 000. Donc nous pouvons considérer qu'il y a eu 20 à 30 000 personnes qui sont passées. Mais il y en a qui sont passées et qui ne sont pas restées. Oui. Il y en a qui sont passées et qui voudraient aller ailleurs, et notamment au Royaume-Uni. Mais notre rôle, c'était à la fois de prendre ceux qui relevaient du droit d'asile, et je pense que chacun en France qui a des valeurs pense qu'il y a des gens qui on est tous des êtres humains. Voilà, on est tous des êtres humains. On peut pas les laisser tomber. Moi-même, je comprends leur détresse. Je suis père de famille. J'ai 4 enfants à la maison. Voilà, je sais qu'il y a des familles qui cherchaient à protéger leurs enfants en priorité. Aujourd'hui, on voit aussi beaucoup d'images où, malheureusement, ce n'est pas forcément des familles. Ce sont des jeunes de 20-25 ans qui, certes, veulent peut-être une vie meilleure pour partir en Angleterre ou même dans un autre pays, mais aujourd'hui, qui sont bloqués en France. Ils sont bloqués en France. Aujourd'hui, on leur donne des aides. Donc ces aides, c'est 11,45 € par jour et par migrant. Aujourd'hui, nous, on vit dans une région, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, où on a un taux de chômage qui est quand même très bas, un taux de chômage très très haut, pardon, et un budget français qui est au plus bas. Aujourd'hui, je pense que nous aussi, on aurait peut-être besoin de ces aides. Est-ce qu'on pourrait peut-être pas baisser un petit peu leurs aides? Aujourd'hui, ils ont 11,45 €, ils ont aussi les frais de santé gratuits, chose que beaucoup de Français n'ont pas. Alors, monsieur, ils ont aussi des logements, parce qu'ils ont eu des préfabriqués il y en a encore en cours de fabrication, donc qui vont arriver. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui n'ont pas de logement. Aujourd'hui, il y a des travailleurs qui vivent dans leur voiture, qui n'ont même pas les moyens de se payer un logement. Alors, le Président de la République vous répond là-dessus. Il y a ce que nous devons faire pour les demandeurs d'asile. Seuls les demandeurs d'asile ont droit aux aides dont vous parlez. Pour ceux qui sont à Calais ou qui sont à Grande-Synthe et qui relèvent de la migration et qui ne demandent pas l'asile en France puisqu'ils veulent aller en Angleterre, rien n'est de ce point de vue financièrement prévu pour eux, sauf le logement, c'est-à-dire les camps que nous devons installer.
Nous avons proposé à une partie de ceux qui n'iront jamais, ne pourront jamais aller en Angleterre, nous leur avons dit, soit vous retournez d'où vous venez, vous n'arriverez jamais à destination, ce n'est pas possible, et maintenant c'est hermétique. Oui. Et vous avez vu, vous êtes un professionnel, vous voyez bien que c'est plus possible de passer. Voilà, c'est plus possible de passer. Le problème, on leur a dit, écoutez, retournez chez vous puisque vous ne pourrez pas aller. Et si vous voulez et que vous avez des droits à faire valoir en France parce que vous relevez de l'asile, nous pourrons vous accueillir, pas à Calais ou à Dunkerque, pas dans le Nord, pas de Calais, partout en France. Parce qu'il se trouve que partout en France, nous avons, avec des élus d'ailleurs, mis en place un certain nombre de centres pour accueillir ceux qui sont en détresse et que je crois vous pouvez comprendre. Maintenant, il y a ce qu'on doit faire pour les Français. Et c'est votre interrogation. Voilà, c'est mon interrogation. On ne doit pas prendre aux uns pour donner aux autres. Et ce serait d'ailleurs la pire des façons. Ça opposerait les Français et les réfugiés. Mais c'est justement le problème qui se pose. Parce qu'aujourd'hui, à Calais, vous avez quand même énormément de migrants qui veulent passer en Angleterre, mais qui aujourd'hui s'imposent dans la ville de Calais. C'est-à-dire que les gens de Calais ont peur. Ont peur de sortir de chez eux, ont peur d'aller dans la rue, de peur de se faire agresser. Il y a eu des images chocs quand même, il n'y a pas longtemps, où une famille essayait de se protéger. Aujourd'hui, cet homme-là, il a failli être traîné en justice. Je trouve ça inadmissible. Au fond, monsieur, si on résume un peu ce que vous dites, vous trouvez que finalement on fait la part trop belle aux immigrés par rapport aux Français qui avaient à répondre là-dessus. Aujourd'hui, on a des forces de l'ordre là-bas qui sont... Oui. Mais ils n'en peuvent plus, ils ne savent plus où donner de la tête. Mais là, nous ne faisons pas la part trop belle aux immigrés. Il ne s'agit pas d'immigrés. Il ne s'agit même pas de demandeurs d'asile. C'est les migrants. Oui, c'est des gens qui veulent aller en Angleterre. Alors, ils veulent passer. Ce qu'ils veulent, c'est passer. Mais aujourd'hui, ils sont agressifs. Ça devient agressif. C'est vous me dire, mais pourquoi vous ne les laissez pas passer ? Pourquoi, finalement, vous ne les laissez pas aller en Angleterre ? Souvent, on me pose cette question. On dit, mais pourquoi vous les laissez pas passer ? Voilà, on sait très bien que l'Angleterre refuse de les accueillir. Mais même, on imagine bien que si on faisait ce choix, ils viendraient encore plus nombreux dans l'espoir de traverser. Je suis d'accord. Et donc, ce que nous devons faire, c'est les convaincre qu'ils ne passeront pas, c'est de pouvoir ils sont combien ? 3500 à Calais, à peu près 1500 à Dunkerque. C'est de leur dire, ne restez pas là, nous allons pouvoir vous accueillir ailleurs, sans que ça pèse sur, effectivement, la commune de Calais ou les communes environnantes. Et vous avez vu ce qu'a fait le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Il a, si je puis dire, nettoyer ce qui était la jungle, qui était inacceptable pour les riverains de Calais, inacceptable pour ces personnes qui étaient dans le dénuement le plus complet. La jungle est toujours là. Et donc, nous avons considérablement réduit son emprise et nous allons continuer. Et nous allons pouvoir permettre à ces personnes de rester dans des conditions dignes, mais le moins longtemps possible, parce qu'il faut en finir, il faut arrêter, il faut que ce message soit bien compris. Et donc, nous avons diminuer le nombre de personnes qui sont à Calais et qui sont à Dunkerque, et nous allons faire en sorte de pouvoir jouer ce qui est absolument le rôle de la France, c'est d'accueillir des réfugiés que nous allons nous-mêmes aller chercher. Je vais y aller très prochainement, dans quelques jours, au Liban, en Jordanie, en Turquie, pour faire en sorte que nous puissions jouer notre rôle humanitaire sans pour autant les mettre en risque pour leur vie et sans pour autant créer une situation difficile. Est-ce qu'il y a un autre point que vous vouliez aborder ? Oui, le deuxième point que je voulais aborder, c'est le budget moyen des Français. Aujourd'hui, je suis père de famille, je travaille, comme beaucoup de Français. On a énormément de mal à joindre les bouts. Vous avez dit tout à l'heure que le pouvoir d'achat avait augmenté. Malheureusement, nous, on voit beaucoup l'inverse. Vous avez parlé tout à l'heure de la prime. Voilà, aujourd'hui, je gagne un petit peu plus que le SMIC, je n'ai pas le droit à cette prime. Est-ce que c'est une des raisons de votre vote pour le Front National ? Ce n'est pas forcément la première raison. Aujourd'hui, la raison pour laquelle je vote Front National, je vais l'évoquer après, aujourd'hui, on est bloqué. Aujourd'hui, financièrement, on ne s'en sort plus. Et on est tous, que ce soit les ouvriers, que ce soit les petits commerçants, que ce soit les retraités. Aujourd'hui, je ne trouve pas normal qu'une personne qui a commencé à travailler à l'âge de 14 ans, et je vais prendre l'exemple de ma propre mère, ma mère a commencé à travailler à 14 ans, elle a arrêté de travailler à 62 ans. Aujourd'hui, elle a quasiment rien pour vivre. Aujourd'hui, quand elle a payé son loyer, quand elle a payé ses factures, il lui reste plus rien. Je vais vous répondre parce que, au-delà de votre vote, vous êtes un citoyen qui demande des comptes au président de la République. Et mon devoir, c'est non pas essayer de vous convaincre seulement, c'est de vous donner des informations qui peuvent vous faire changer un moment le choix que vous avez fait.
je vais prendre l'exemple de votre maire. Oui. Je vais juste détailler juste ce que vous venez de dire. Effectivement, je vous demande des comptes parce que même si j'ai pas voté pour oui, vous, mais vous êtes citoyen français, été quand même le président des Français. Exactement. Voilà. Même s'il y a 50% des gens qui ne votent pas pour vous, vous êtes quand même le président des Français. Donc aujourd'hui, oui, on a besoin de comptes. On a besoin de savoir ce que vous pensez de nous. Je suis votre président et vous pouvez m'interpeller autant que vous le voudrez. C'est mon devoir et c'est votre droit. Et donc, sur votre mère, qui a travaillé 40... Qui n'est pas la seule, hein. Qui n'est pas la seule. Il y a énormément de retraités qui sont dans ce cas. J'en connais beaucoup, et notamment dans votre région, qui est une région laborieuse, qui a travaillé 42 ans. La première décision que j'ai prise en 2012, la première, c'est de permettre à ces femmes, à ces hommes, qui avaient travaillé 42 ans et qui avaient 60 ans, de ne pas être obligé d'attendre jusqu'à 62 ans, ce qui a été le cas de votre mère. Elle a travaillé jusqu'à ses 62 ans. Eh bien, dans les règles que j'avais posées, je ne sais pas quand est-ce qu'est partie votre mère en retraite, elle avait la possibilité de partir à 60 ans avec les règles que elle avait la possibilité. Voilà. Elle en avait la possibilité. Donc, mais aujourd'hui, quand les calculs ont été faits, c'était pas possible. Elle n'aurait pas pu vivre. Peut-être parce qu'elle avait pas moi, c'est ce qui m'interpelle, c'est ce qui normal. Ce que j'ai voulu faire aussi, on m'a interrogé tout à l'heure sur le SMIC, sur le minimum vieillesse. Je ne sais pas si elle est dans ce cas-là. J'ai augmenté le minimum vieillesse. Mais pour le pouvoir d'achat, parce que c'est ça que vous me demandez. Vous êtes père de famille, vous avez 4 enfants, vous avez un salaire un peu plus que le SMIC. Il y a un peu plus que le SMIC, bien sûr. Je le cache et donc pas. vous n'êtes pas, si je puis dire, bénéficiaire de la prime d'activité. Mon devoir, là encore, c'est de faire que pour les personnes qui travaillent, il puisse y avoir une incitation forte à travailler, parce que je sais bien ce que vous pensez, en disant mais il y en a d'autres qui ne travaillent pas et qui peuvent avoir des revenus de remplacement. Et donc, la baisse d'impôt sur le revenu, je ne sais pas si vous avez été vous-même concerné, puisque 2 tiers des contribuables l'ont été, 2 tiers des contribuables ont bénéficié de la baisse d'impôt en 2015 et en 2007. Et je souhaiterais vraiment que ça puisse être le cas pour votre catégorie. Un dernier point peut-être. Est-ce que vous pouvez répondre? Voilà, bon. Je vais aller assez vite. Aujourd'hui, voilà, vous avez parlé tout à l'heure du Nord-Pas-de-Calais, que c'était une région très favorisée. Effectivement, en 2012, vous êtes venu à Hirson, donc une commune qui se trouve à 5 minutes en voiture d'Anor. Moi, je travaillais, je vous ai écouté à l'époque donc sur Eco FM, c'est la radio locale. Vous étiez interviewé et vous avez dit j'ai compris la misère dans laquelle vous pouvez, entre guillemets, évoluer. Vous aviez promis à l'époque, et je dis bien vous l'aviez promis, de faire le nécessaire pour que cette région soit redorée. Aujourd'hui, nous avons des entreprises qui continuent à fermer. Nous avons donc, là ici en ce moment, la société Hackers qui est en train de fermer. Donc il y a énormément d'emplois. Malheureusement, c'est encore des gens qui vont se retrouver au chômage. Vous avez la société Vallourec, qui était quand même un gros pilier, qui est obligé de fermer son site à Saint-Saulve. Pareil, encore énormément de gens au chômage. Vous avez l'usine Sambre-et-Meuse, sur lesquelles beaucoup de politiques se sont déplacés. Et on nous a fait, ils leur ont fait des promesses en disant « Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout ». Résultat, l'usine vient de fermer. Il n'y a rien eu de fait. Alors, on s'est déplacé, on a fait des promesses, et les promesses n'ont pas été tenues. Et c'est pour ça, aujourd'hui... Trop de promesses, peut-être, Monsieur le Président? Je connais la situation de ces 3 entreprises qui sont d'ailleurs différentes. Hackers, oui, c'est des situations différentes à chaque fois. Mais à chaque fois, par exemple, pour le cas de Vallourec, ce que nous exigeons, ce sont des plans de réinstallation, de réindustrialisation et de réemploi. Lorsque nous sommes dans le cas le plus terrible, c'est-à-dire la fermeture pure et simple, nous avons à ce moment-là le devoir de créer de nouvelles activités. Je ne pourrai jamais promettre qu'il n'y aura jamais d'usines qui fermeront, plus jamais. Vous m'écouteriez, je ne sais pas si vous écoutez d'autres responsables politiques qui vous annoncent de telles informations ou de telles promesses, elles sont fausses, elles sont illusoires. Il y aura toujours, parce que c'est la vie économique qui, à un moment, le justifie, il y aura toujours des entreprises qui fermeront. Ce qui compte, c'est de pouvoir éviter que ce soit sur la base de critères boursiers et que ce soit contraire à l'intérêt même du pays. Et ce qui compte, c'est qu'on puisse créer de nouvelles activités. Et vous avez vu, il y a eu des investissements nouveaux qui sont arrivés aussi, et notamment des annonces qui sont faites pour Safran ou d'autres qui vont s'installer dans votre région et dans cette partie-là du territoire que je connais bien, Hirson, et vous êtes de Fourmies, je crois. Non, juste à côté de Fourmies, donc je connais bien. Et donc notre intention, c'est pas de sauvegarder, de protéger l'emploi comme si c'était immuable. Il y aura toujours ces mutations, mais c'est de faire que les salariés ne peuvent pas trouver encore
un espoir d'emploi dans une entreprise puisse avoir une possibilité d'emploi dans une autre. Et c'est ce qu'on va faire avec le compte personnel d'activité dans la loi El Khomri qui permettra à chaque salarié qui peut être victime d'un licenciement d'avoir des droits qui lui appartiennent, droits pour se former, pour se qualifier et pour avoir un meilleur emploi. Merci, monsieur de Meyer. J'ai juste un dernier point. Voilà, aujourd'hui, je vote Front National, effectivement. Savoir que c'est un vote de colère. Ce n'est pas... Comme beaucoup d'électeurs du Front National, on n'est pas forcément raciste. Et ça, je veux en venir dessus, parce qu'aujourd'hui, voilà, si on dit je vote Front National, obligatoirement derrière, nous sommes insultés de racistes, de fachos et de tout ce qu'on veut. Non, les 3/4 des électeurs du Front National, ce sont des votes de colère, parce qu'aujourd'hui, on a essayé la droite, on a essayé la gauche, on se rend compte que finalement, on n'a pas l'impression d'avancer. Et aujourd'hui, moi, comme je le dis, et je l'ai dit dans un journal local, je l'ai dit, pour moi, la France, elle est malade. On a essayé plusieurs traitements et aujourd'hui, oui, mais il faut faire attention de ne pas prendre un médecin qui peut tuer le malade ou en tout cas, à un moment, lui faire perdre conscience. Ça, c'est très important. Par moment, il vaut que nous puissions, même si on est malade, de ne pas aller vers le remède qui, si je puis dire, est pire que le mal. Mais ça, c'est notre responsabilité. On peut souvent guérir le mal par le mal. Je crains malgré qu'effectivement, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est dit. Voilà. Et donc, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits. On a parlé tout à l'heure de terroristes. Malheureusement, tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Savoir que tous les électeurs du Front National ne sont pas des racistes. Oui, monsieur le Président, faire cette comparaison, monsieur. Je ne pense pas qu'on puisse faire la comparaison entre des électeurs qui votent pour le parti pour lequel, pour le moment, vous dites voter, et les musulmans qui, aujourd'hui, peuvent voter d'ailleurs avec le pluralisme que l'on sait. Ce que je veux vous dire, c'est que la colère, je l'entends, et je peux parfois même la comprendre, mais il faut bien mesurer que ce que nous devons apporter, ce sont des solutions. Et la solution, c'est qu'on a l'impression de ne pas être écouté. Je vous écoute. La solution qui consisterait à fermer les frontières, à sortir de l'euro, à faire en sorte que nous ne puissions plus être dans la mondialisation, que nous soyons un pays qui n'ait plus d'image, d'idéal et de capacité à faire valoir ce qu'il pense. Non, je crois que c'est la plus mauvaise des solutions. C'est ce que je disais dans le premier entretien que j'ai eu et qu'on a pu voir tout à l'heure. J'ai l'impression aujourd'hui que la France n'est plus la France, elle est dictée par les autres pays. Et j'ai l'impression que vous voulez prendre le modèle allemand, vous voulez prendre le modèle aux États-Unis, et j'ai l'impression que vous voulez prendre un peu les modèles dans tous les autres pays pour pouvoir essayer de restructurer une France. On va s'arrêter là ensuite. Rapidement, monsieur le Président. J'entends ce que vous dites. Et parfois, on dit que c'est l'Europe qui nous impose une politique. Moi, je ne dirais pas ça. Et ce serait une défausse. C'est pourtant la sensation qu'on a. Ce serait une défausse de ma part de le dire. Finalement, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'Europe. Non. Les choix que j'ai faits, ce que j'ai dit, modernisation et protection du modèle social, c'est la France. La France, c'est un modèle social qui ne ressemble à aucun autre. Et la France, elle doit à la fois faire les modernisations qui sont indispensables, les réformes qui sont nécessaires, tout en gardant son modèle social. Ce dont vous m'avez parlé d'ailleurs. La retraite, la santé, la santé qu'on n'a pas les moyens de s'offrir. Voilà, donc ça c'est le modèle social français qu'on a amélioré d'ailleurs. Mais je vais prendre juste un exemple. Je vais prendre juste un exemple sur la capacité qu'on a en France de décider. En ce moment, il y a une négociation qui est ouverte entre l'Europe et les États-Unis pour le traité commercial, pour savoir quelles vont être les règles entre l'Europe et les États-Unis. La France, elle a fixé ses conditions. La France, elle a dit, si il n'y a pas de réciprocité, s'il n'y a pas de transparence, si pour les agriculteurs il y a un danger, si on n'a pas l'accès au marché public et si en revanche les États-Unis peuvent avoir accès à tout ce que l'on fait ici, je n'accepterai pas. Voilà ce que j'ai dit. La France, elle peut toujours dire non. Merci, monsieur de Meyer. Merci pour cet échange. Moi, j'ai juste un mot là-dessus, monsieur le Président. Ça fait des années qu'on entend votre discours sur le Front National, mais des personnes comme monsieur de Meyer qui ont voté FN aux dernières régionales, il y en a 7 millions. Il n'y en a jamais autant eu. Est-ce qu'à un moment donné, cette montée du Front National pendant votre mandat, vous la considérez comme un échec ? Je considère que nous sommes, et je suis donc responsable. Parce que la montée de l'extrémisme, bien sûr, c'est dans toute l'Europe. En Allemagne, en Belgique, en Autriche, en Scandinavie, partout. Elle est plus forte en France. Elle était déjà forte en France. Elle l'est encore plus. Et elle l'est encore davantage
pour les raisons qui ont été indiquées, une espèce de renvoi de sentiment responsabilité. que On a essayé on n'a à plus droite, à prise gauche. sur la réalité. Mais donc, très important d'avoir ce dialogue, justement, pour dire, mais quelle est la solution? La solution, c'est de s'enfermer, de se replier, de considérer qu'il faut sortir de l'Europe et du monde. Donc, il faut répondre, pas diaboliser, visiblement, ça ne pas marche pas. banaliser non plus. Mais ça ne marche pas. Écoutez, nous verrons ce qu'il y avait à faire, parce que ce monsieur, il a très bien dit. Il a dit, moi, je l'ai fait dans un vote de colère. Donc, ce qu'il attend, c'est des réponses. Et ce que je suis venu faire ici, c'est donner des réponses. Des questions à présent avec Karim Rissouli avant